Mesdames, messieurs, bonjour à vous et bienvenue. Nouveau et dernier numéro de la saison pour Avec vous au quotidien, le magazine qui décrypte les sujets de société qui vous concernent. Alors, on vous parle ce mois-ci de la protection des plus vulnérables. Que faire quand une personne de notre entourage n'est plus en pleine possession de ses moyens ? Comment anticiper notre propre perte d'autonomie ou comment protéger un proche en situation de handicap ? Autant de questions auxquelles nos invités apporteront des réponses et des éclaircissements. N'oublions pas nos reportages et la chronique, bien sûr, la chronique actu de Vincent Lemay. Avec vous au quotidien, c'est parti. Véronique Poher, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de l'association costarmoricaine d'accompagnement et de protection des majeurs, l'ACAP, association mandatée par la justice pour protéger les majeurs protégés en Côte-d'Armor. À côté de vous, nous avons Adélaïde Gerbeau. Bonjour. Bonjour Aurélie. Vous êtes notaire à Saint-Philbert de Grandlieu en Loire-Atlantique. On va commencer avec vous, Adélaïde. Peut-être dire de qui on parle quand on parle des plus vulnérables et finalement, qu'est-ce que l'on doit comprendre dans ce terme de vulnérabilité ? Alors, vulnérabilité, dans le sens commun, ça concerne tout un tas de situations, ça recouvre beaucoup d'hypothèses. En réalité, vous avez la minorité dans un premier temps, puis vous avez aussi les accidents de la vie. Quand on se retrouve dans une situation où on ne peut plus manifester sa volonté, la situation du handicap, évidemment, et puis ce à quoi on pense le plus souvent, la vieillesse aussi, qui est une situation où on peut se retrouver en état de vulnérabilité et dans l'impossibilité de manifester sa volonté. Ouais. Correctement. Voilà. Et de manière claire et précise. Véronique Poher, peut-être un petit complément sur ce qu'a dit Adélaïde ? Je rejoins tout à fait. Et effectivement, quand on parle de protection, en particulier quand on parlera de la protection des majeurs, on est bien là-dessus. C'est avoir une altération, une difficulté qui fait que vous n'êtes plus en capacité d'exprimer seul votre volonté, que quelqu'un va devoir le faire, soit à votre place, soit à côté de vous. On va revenir sur le cœur de métier de l'ACAP, l'association que vous dirigez. Donc, c'est la protection des majeurs. Vous agissez dans le cadre d'un dispositif de protection juridique. Pour être clair, en fait, c'est un juge qui vous mandate. Quand est-ce que le juge fait appel à vous, Véronique Poher ? Alors, le juge fait appel à des associations comme les nôtres quand la famille, par exemple, n'est pas en capacité de prendre la mesure. Parce que prioritairement, le juge doit attribuer, ou en tout cas va essayer de trouver dans la famille un des membres ou un proche, ça peut être aussi quelqu'un qui est autour de la personne, pour pouvoir lui confier la mesure. Ce qui est logique, puisque là, il y a une connaissance, une proximité avec la personne qui va faciliter la mise en œuvre de la protection. Lorsqu'il n'y a pas de famille, ou lorsque la famille n'est pas là, est loin, il y a de la distance éventuellement, ou alors qu'il y a du conflit familial, ou encore que la personne elle-même ne le souhaite pas que sa famille puisse intervenir. Puis il y a aussi des familles qui sont parfois nocives pour la personne, voire qui peuvent la spolier. Et dans ce cas-là, le juge va faire appel à un tiers. Donc un tiers professionnel qui peut être donc une association comme la nôtre, ou encore un mandataire à titre libéral, donc de manière individuelle. Dans le département des Côtes-d'Armor, ce sont à peu près entre 10 et 12 000 majeurs protégés. C'est 1 million à peu près sur toute la France. Vous, l'ACAP, vous exécutez 2400 mesures de protection, 80 salariés à qui sont attribués une soixantaine de dossiers. Leur mission, quelle est-elle en fait à ces salariés de l'association ? Alors la mission principalement des mandataires judiciaires à la protection des majeurs, puisqu'on les appelle comme ça va être effectivement, alors on va dire, je vais faire schématiquement très rapidement pour que tout le monde s'y retrouve, on parle soit de curatelle, soit de tutelle. Donc dans le cadre de la curatelle en particulier, on va venir en assistance de la personne, c'est-à-dire que la personne, elle peut encore faire un certain nombre de démarches par elle-même, et nous on va venir à côté d'elle, soit pour confirmer la décision qui a été prise, soit pour l'accompagner dans un certain nombre de ces démarches. Dans le cadre d'une tutelle, là la personne, ça veut dire qu'elle a encore moins de capacité à faire par elle-même. Donc dans ce cas-là, on va la représenter. Donc on peut agir seul et prendre un certain nombre de décisions pour elle. Et quand ce sont des décisions importantes, qui peuvent venir, par exemple, venir remettre en cause son patrimoine, c'est le juge qui viendra conforter la décision que nous avons prise, c'est-à-dire elle prendra la place de la personne qui n'est plus en capacité de décider, alors qu'en curatelle, elle peut encore le faire. Voilà, donc différents degrés et quand même toujours une supervision dans les cas les plus compliqués. Alors pour rendre les choses peut-être plus concrètes, nous vous proposons un reportage assez inédit au cœur de ce métier de la protection des majeurs. Nous suivons un majeur donc sous protection et sa mandataire, c'est à Concarneau. Comment ça se passe concrètement ? Reportage. À Concarneau, Sophie Le Goff est mandataire judiciaire à la protection des majeurs. Elle travaille au sein de l'association tutélaire du Ponant.
Comme c'est le cas aujourd'hui, elle rend visite environ une fois par trimestre à des adultes placés sous tutelle ou curatelle par un juge après l'expertise d'un médecin. On va retrouver donc Johan, c'est un jeune homme de 30 ans qui est travailleur ESAT et qui a une mesure de curatelle renforcée depuis presque 10 ans maintenant. Bonjour Johan. Au début de la mesure, Johan était sous la curatelle de sa petite sœur, mais la fratrie a choisi de faire appel à un organisme spécialisé par peur de nuire à leur relation. Désormais, c'est Sophie qui veille à ses intérêts. Elle perçoit les ressources et règle les dépenses de Johan, le conseille et lui met de l'argent à disposition en fonction de ses besoins et de ses moyens. Malgré le fait que tu aies acheté un véhicule, voilà, que tu aies un prêt, que tu as l'assurance de la voiture, tu peux continuer encore un petit peu à mettre de côté. Au début, c'était galère. C'est parce que j'étais un peu dépensier. Elle m'a drôlement aidé, et pas que financièrement, psychologiquement aussi, ça m'a aidé en sachant qu'il y avait quelqu'un derrière moi. D'autant que Sophie aide aussi Johan dans ses démarches administratives. Tout ce qui est dossier de renouvellement de droit MDPH, si un jour il y a un dégât des eaux chez lui, voilà, c'est moi qui vais enclencher l'assurance, etc. Mis à part ça, voilà, il y a des choses qu'il est capable de faire lui-même et on amène aussi vers ça, la signature. Tous deux referont le point dans 3 mois. Adélaïde Gerbeau, pour le coup, le rôle du notaire en fait, dans la protection des personnes vulnérables, il n'est pas du tout dans le même registre donc, que celui de l'association de la CAP, par exemple. Vous pouvez agir dans le cadre de mesures dites conventionnelles, c'est ça? Absolument. Alors je dirais qu'on a 2 types de rôles. On a un premier rôle de conseil, quand on constate la vulnérabilité d'une personne, donc les proches viennent nous en parler, et puis un rôle sur l'anticipation de la vulnérabilité. Alors effectivement, quand on a ce constat d'une vulnérabilité peut-être chez un proche, chez un tiers, peut-être qu'on va prendre le cas d'une personne âgée quand il y a une vente immobilière, qu'est-ce que le notaire est en mesure de faire? Alors ça nous arrive assez fréquemment où vous avez une personne plutôt âgée qui décide de partir en maison de retraite et qui projette de vendre sa résidence principale, et puis on se rend compte au fur et à mesure du dossier où les enfants, les proches viennent nous dire que leur parent n'a plus toutes ses facultés, et nous on ne peut pas signer si la personne âgée ne sait pas ce qu'elle signe, ne prend pas la mesure de l'acte qu'elle va signer, et donc là on peut avec la famille, c'est ce qui est le cas le plus généralement, discuter éventuellement de la mise en place d'une mesure. Alors ce sera soit une tutelle, soit une curatelle en fonction de l'état de la personne, soit une autre mesure parce qu'il y en a tout un tas pour aider au mieux la personne protégée, puis pour passer l'acte en question, parce qu'on ne peut pas signer un acte quand on n'est plus en pleine possession de ses facultés. Si on est face à une vulnérabilité temporaire, parce que ça peut arriver dans le cadre d'un accident ou d'un AVC par exemple, est-ce qu'il existe des choses qu'on peut mettre en place? Absolument. Alors on pense très souvent dans le langage commun à la tutelle et la curatelle, mais il y a d'autres mesures qui existent. En l'occurrence, dans le cas d'une vulnérabilité temporaire, on a par exemple la sauvegarde de justice, qui est une mesure temporaire, donc qui est mise en place généralement pour une durée d'1 an ou pour la passation d'un acte spécifique, et qui permet de faire face à cette vulnérabilité temporaire et qui prendra fin soit lorsque l'acte en question sera passé, soit lorsque la situation de vulnérabilité, qui n'a pas vocation à perdurer, a priori quand on passe par une sauvegarde de justice, sera terminée. Sachant que c'est une mesure judiciaire, donc ça implique quand même de passer devant le juge. Peut-être un dernier élément, parce qu'entre conjoints mariés, on peut aussi organiser un certain nombre de choses en fait. Tout à fait. En fait, vous avez des habilitations entre époux qui sont applicables quel que soit le régime matrimonial, que vous ayez fait un contrat de mariage ou que vous n'en ayez pas fait, et qui permet à votre époux de vous représenter, encore une fois, soit pour certains actes spéciaux, soit de façon plus générale, et c'est une habilitation qui est judiciaire, donc encore une fois, il faut passer devant le juge. Il faut passer devant le juge, mais là, une nouvelle fois, les notaires sont vraiment là pour conseiller, orienter en fait. Exactement, c'est-à-dire que vous ne prenez pas votre téléphone quand vous avez un parent ou un proche qui n'est pas tout à fait en forme, et vous n'appelez pas le juge des tutelles pour lui dire « maman n'est plus en forme, qu'est-ce que je peux faire ?» Et nous, on a ce rôle-là, on n'est pas médecin, on ne constate pas, nous, l'altération des facultés, on n'est pas juge non plus, donc on ne prend pas de décision. Par contre, en fonction de ce que les gens nous disent, de ce qu'on peut voir, on peut les orienter en disant voilà, il y a cette mesure qui existe, il y a celle-là aussi, voilà ce que vous pouvez faire, dans quel ordre prendre les choses. Et c'est vrai que quand on se retrouve face à la vulnérabilité d'un proche, on est parfois un peu démuni. Et d'avoir une première oreille et un premier conseil, ça permet de poser un pied dans le système, entre guillemets, et d'y aller plus sereinement.
Le second cas de figure, vous l'avez évoqué tout à l'heure, c'était d'anticiper sa propre vulnérabilité. Ça s'appelle le mandat de protection future. Mais si vous voulez bien, Adélaïde, on va y revenir dans un deuxième temps, parce que c'est un gros morceau. Avant ça, je voulais juste vous entendre sur le fait qu'on est là vraiment devant un sujet qui est vraiment d'actualité, avec des enjeux forts quand on voit la démographie en fait, de la population française, Adélaïde. Absolument. Alors, c'est lié au vieillissement de la population. Hein. De toute façon, c'est une question que les Français commencent à se poser et qui va être une question de plus en plus d'actualité. Puis je dirais aussi qu'il y a un sujet parce qu'on passe de la protection de l'État, où avant on n'avait que des mesures judiciaires, vers quelque chose qui relève plus de la solidarité familiale, avec le conventionnel et le mandat de protection future, hein, dont on va parler juste après. Et du coup, les familles ont besoin d'être accompagnées là-dedans, et les notaires sont aussi là pour ça. On parle de ces fameux majeurs protégés. De qui on parle? C'est qui le profil des gens que vous avez? Alors, on va dire que la grande partie des personnes que nous accompagnons, alors je dirais, pour schématiser, à peu près 60% des personnes qu'on accompagne sont des personnes qui ont une altération dite mentale, c'est-à-dire qui ont eu une problématique psychiatrique plus ou moins importante, avec, on va dire, plus ou moins complexe. Mais on sait aussi que la maladie mentale, c'est quelque chose qui, dans notre société, se développe, malheureusement. Hein. Ça peut être des dépressions, ça peut être... Il y a la schizophrénie, évidemment, qui est la plus connue, mais il y a aussi des pathologies qui peuvent être liées à la vie, au rythme de vie, et qui font qu'un certain nombre de personnes sont plus capables de faire elles-mêmes un certain nombre de choses. Donc voilà, c'est 60% des personnes qu'on accompagne relèvent effectivement d'une problématique psychiatrique. On va dire 30%, c'est des personnes âgées. Ouais. Voilà, pareil, qui ne vont plus être en capacité de faire par elles-mêmes. Et puis 10% à peu près sont des personnes dites handicapées qui présentent par exemple une déficience intellectuelle et qui ne sont pas capables de faire seules, parce que certains le sont bien sûr, mais de faire seules un certain nombre de leurs démarches. Voilà, pour schématiser. De manière générale, les métiers de la protection des majeurs, ce n'est pas des métiers qui sont forcément très bien vus. Voilà, est-ce que votre position, elle n'est pas toujours évidente? Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu comment vous travaillez, comment vous déminez aussi ces difficultés? Alors c'est vrai que le métier de mandataire judiciaire à la protection des majeurs, je ne crois pas qu'il fasse rêver tous les jeunes de France. Et puis on le voit bien, parce que dans les recrutements aujourd'hui, alors on parle beaucoup des difficultés de recrutement dans le social et le médico-social, et nous on est exactement confrontés à cette réalité-là. C'est vrai que c'est des métiers, alors les médias en particulier, hein, alors je le dis là, mais ont souvent montré, j'ai envie de dire, des situations qui vont faire un peu le buzz. Donc pour ça, c'est plutôt, on montre le côté voilà, un peu négatif qu'il peut y avoir dans le métier, qu'on prendrait l'argent des gens, qu'on ne ferait pas des bons choix pour eux, etc. On est extrêmement contrôlé, hein, je tiens à le dire. Donc pour détourner des fonds, il faut quand même être particulièrement... voilà, il faut particulièrement en avoir envie. Vous disiez, il y a un vrai travail avec la personne et puis les partenaires médico-sociaux. Les partenaires, ils sont essentiels. C'est-à-dire qu'une mesure de protection tout seul, nous, si on est tout seul, on ne va pas faire grand-chose. Moi, je n'ai pas de baguette magique, j'en ai plus, on n'en trouve plus. On a tout épuisé. Mais voilà, c'est une réalité. C'est-à-dire que les partenaires, souvent, ils disent on met la personne sous protection, puis ils s'en vont tous un peu en courant en disant ça y est, maintenant elle est protégée. Alors c'est vrai, on parle de protection, donc de fait, sauf que non, nous, tout seuls, on ne va pas pouvoir faire. Il va falloir qu'on tisse un réseau autour de la personne, chacun ayant évidemment une fonction. On va peut-être coordonner plus particulièrement ce qu'il va falloir mettre autour de la personne, mais on ne pourra pas tout seul, quoi. Ça, c'est clair. Évidemment. Et puis, c'est des métiers, par contre, je dirais, pour les jeunes qui ont envie de faire ce métier, c'est un métier très riche. Très riche d'abord de rencontres humaines, parce qu'on rencontre des gens, voilà, tous les âges, toutes les réalités, des gens qui n'ont pas beaucoup de ressources, mais aussi d'autres qui en ont beaucoup. Et puis, c'est très diversifié dans l'intervention, parce qu'on peut être amené, effectivement, à accompagner la personne dans tous les domaines de la vie. Et c'est particulièrement intéressant. Il y a un pouvoir d'agir, c'est-à-dire que nos professionnels, les mandataires, ils le disent tous, ils vont agir vraiment avec la personne, pour elle et avec elle. Et là, je crois que vraiment, il n'y a pas beaucoup de métiers. On a cette possibilité-là. En tout cas, vous en parlez avec passion. Je voudrais qu'on dise un mot des personnes en situation de handicap mental ou moteur, car il existe des dispositifs spécifiques, Adélaïde, mais on va y revenir dans un instant. Avant d'en parler, je voudrais qu'on regarde ce reportage au cœur du centre Elisabeth Zuckman à Chartres de Bretagne, près de Rennes, un centre qui accueille des enfants polyhandicapés. C'est Claire Villalon qui s'est rendue sur place. Aujourd'hui, nous sommes vendredi. La couleur jaune. Chaque matin, c'est le même rituel. Bonjour Gaëlle. Se dire bonjour, connaître ses encadrants, repérer ses camarades, des apprentissages tout simples mais essentiels pour ces enfants dits polyhandicapés. Comme disait le docteur Elisabeth Zuckman, il y a autant de polyhandicap que d'enfants polyhandicapés. C'est un petit peu difficile de donner une définition précise.
La particularité, c'est que c'est des enfants qui ont des atteintes neurologiques sévères, avec pour conséquence des atteintes motrices, cognitives, sensorielles, plus ou moins importantes en fonction des enfants. Ouvert en 1997, le centre Elisabeth Zuckman accompagne quotidiennement une quarantaine d'enfants et d'adolescents âgés de 3 à 20 ans. Autour d'eux, des moniteurs, éducateurs, kinés, assistants médico-éducatifs ou encore éducateurs de jeunes enfants. En tout, une soixantaine de professionnels encadrent ces jeunes. Tu prends ta photo? Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Oui, c'est bien, Louise. Hop, tu viens la photo. Pour chaque enfant, le parcours est sur mesure et c'est ce suivi individuel qu'apprécie particulièrement Bérangère. Son fils Hugo est rentré ici il y a déjà 15 ans. Les professionnels sont vraiment là pour l'aider à grandir, lui faire des choses, le faire évoluer, que nous, on n'y arriverait pas. Ce sont vraiment des professionnels. Et ils nous aident, nous aussi, à faire grandir notre enfant. Et je vois bien que mon fils est très heureux de venir au centre au matin, comme tous les enfants qui vont à l'école, exactement. Pourquoi lui n'aurait pas le droit d'aller dans une structure alors que tous les enfants vont à l'école? Pourtant, quand on lui a annoncé le polyhandicap de Hugo, âgé alors de 2 ans, elle avait une image négative des structures adaptées. J'ai imaginé qu'on allait mettre mon enfant dans une structure, qu'on n'allait pas s'en occuper, que je ne le reverrais pas, qu'il serait à part et que nous, on aurait dû continuer notre vie. Alors que pas du tout. Au contraire, les structures sont vraiment très adaptées pour les enfants. Cette structure est spécialisée pour les enfants et les adolescents, mais des jeunes adultes sont toujours accueillis ici, faute de place, en centre pour adultes. On a 8 jeunes qui ont plus de 20 ans. Et je ne dirais pas qu'ils s'ennuient, mais on sent bien qu'ils attendent autre chose, qu'ils ont besoin d'autre chose. Et aujourd'hui, on les garde parce qu'il n'y a pas de place en secteur adulte. Et la conséquence, c'est qu'on ne peut plus accueillir les petits. Et du coup, c'est des parents, des familles qui se retrouvent avec leurs enfants sans solution. De nouvelles structures permettraient donc de faciliter la vie des parents et de donner toutes les chances à ces enfants de grandir le plus sereinement possible. Adélaïde Gerbeau, il existe des outils pour protéger son enfant handicapé. Absolument. Donc, vous avez le mandat de protection future qu'on connaît généralement pour soi-même. On le verra juste après. Et vous avez aussi ce qu'on appelle le mandat de protection future pour autrui, qui est réservé, entre guillemets, à des parents qui ont la charge matérielle et affective soit de leur enfant majeur, soit de leur enfant mineur, évidemment, et qui, à un moment, se disent « bon, voilà, je vieillis, peut-être qu'un jour, je ne serai plus en capacité de m'occuper de mon enfant comme je le fais maintenant. » Et du coup, je désigne dans ce mandat, donc plus quelqu'un pour s'occuper de moi, mais quelqu'un pour s'occuper de mon enfant majeur le jour où je ne serai plus là et où je ne serai plus en mesure de m'en occuper correctement, si lui n'est toujours pas en possession de ses capacités. Donc c'est quelque chose qui prendra effet au jour où l'enfant sera majeur, en l'occurrence, et puis quand moi, je ne serai plus capable de m'en occuper. Et donc, comme le mandat de protection future pour soi-même, c'est un outil très souple qui permet d'adapter dedans et de choisir le contenu de ce qu'on veut pour son enfant, de comment on va gérer le patrimoine, ses conditions de vie. Et tout ça peut être écrit, donc je pense que ça apporte de la sérénité aux parents. Oui, absolument. Effectivement. Chose promise, chose due. On va parler de ce fameux mandat de protection future, mais pour soi-même, parce que là, le maître mot, c'est donc d'anticiper, c'est l'outil peut-être par excellence. Très concrètement, ça consiste en quoi ? Concrètement, le mandat de protection future, c'est moi, je suis en pleine possession de mes capacités et je veux choisir, pour le jour où je ne serai plus en possession de mes capacités, mais quel que soit le motif, un accident de la vie, un AVC, la vieillesse, je veux choisir qui est-ce qui va s'occuper de mes biens donc, ou de ma personne. Donc on choisit la personne qu'on désigne comme mandataire et de quelle manière il va le faire. Donc est-ce qu'il va gérer uniquement cette partie de mon patrimoine, uniquement certains aspects et tout ça, on l'écrit dans un contrat. Pour le jour où éventuellement je ne serai plus en capacité de manifester ma volonté, capacité qui sera médicalement constatée. J'allais dire attestée par un médecin, tout à fait, inscrit ouais. sur les listes du procureur de la République. Enfin voilà, ça ne se met pas en place n'importe comment. Voilà, exactement. Et du coup, c'est moi qui choisis. Donc c'est vraiment un outil sur mesure. D'abord parce qu'on choisit évidemment la personne, le mandataire, alors qu'il doit être d'accord. Effectivement, il faut l'accord. Voilà. Et puis parce qu'ensuite, je choisis le contenu de ce que je veux donner comme pouvoir à cette personne. Justement, quand on parle des mandataires, qui est-ce que ça peut être en fait Alors ça peut être tout le monde, tout le monde sauf quelques exceptions, mais ça peut être vos enfants, votre conjoint, un ami dont vous êtes très proche, un professionnel éventuellement. Et j'allais dire justement, ça peut être aussi une association comme la CAP. Tout à fait.
Mais dans ce cas-là, il faut entendre que quand même, ça vient un peu bouleverser la manière dont on conçoit les choses aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui, la protection, elle est financée pour les professionnels par l'État. Oui. Voilà. Et les majeurs participent, mais à hauteur de leurs ressources. Donc, c'est une petite participation par rapport, évidemment, au coût global que représente la mesure de protection pour des professionnels. Mais là, ça veut dire que c'est plus du tout l'État. C'est la personne qui va financer le coût réel de la protection et donc du professionnel et des professionnels qui vont être mis à sa disposition. Donc là, il y a un risque finalement en fonction des ressources des personnes. On est sur autre chose, effectivement, en termes de contrat social et de comment on considère dans la société la personne vulnérable. Qu'est-ce que ça permet, Adélaïde, ce mandat de protection future et finalement, c'est quoi son intérêt ? Alors, ce que ça permet au mandataire, la personne que vous avez choisie, et nous on constate que c'est très souvent quelqu'un qui est choisi dans l'environnement familial en concertation avec l'ensemble de la famille, ça permet de donner tous les pouvoirs que vous décidez de lui donner. D'accord. C'est à la carte. Au moins, c'est à la carte, exactement. Et donc vous avez c'est véritablement plus souple qu'une mesure de tutelle ou de curatelle, où c'est le code civil qui organise en fait les pouvoirs du tuteur ou du curateur. Là, c'est vous qui choisissez, donc vous pouvez donner pouvoir à la personne pour administrer vos biens, pour percevoir des loyers, pour vendre des biens immobiliers, alors sous la réserve du logement, parce que ça, c'est un cas un peu spécifique. Principal et secondaire, en fait. Dès qu'on parle du logement de la personne protégée, vous avez l'intervention du juge qui est nécessaire. Mais enfin, sous cette réserve-là, vous pouvez mettre un peu ce que vous voulez dans ce mandat de protection future. Et vous le disiez, l'intérêt, c'est vraiment cette question de la sérénité, c'est-à-dire que finalement, on est déchargé de ce poids de se dire qu'est-ce qui va m'arriver si un jour je suis plus capable. Exactement. Alors, il y a cette dimension où les gens ont peur parfois d'anticiper leur propre vulnérabilité, mais ça vous permet de la sérénité tout à fait d'abord parce que vous choisissez la personne qui va vous représenter, puis vous choisissez en concertation avec elle. Donc elle est d'accord, elle a dit oui, et vous savez que c'est elle qui va s'en occuper si jamais les choses venaient à aller moins bien. Et puis un gage de rapidité aussi quand même, parce que c'est vrai que quand on se retrouve dans une situation de vulnérabilité, par un accident ou des choses qui sont la plupart du temps évidemment pas prévues, on est démuni quand on est les proches et on rentre dans le système judiciaire et c'est un temps. Pour mettre en place une mesure de tutelle ou de curatelle, on part sur des délais qui sont parfois assez longs, alors qu'avec le mandat de protection future, en fait, vous constatez l'altération des facultés par un médecin et vous allez voir le greffier et vous activez le mandat de protection future. On est donc sur un timing qui n'est pas du tout le même. Et on a bien compris que ce n'était pas un blanc-seing au mandataire, donc ça, c'était important de le rappeler. Absolument. Le temps file, mesdames. Je vais tout de suite me tourner vers le pupitre pour la chronique actu de Vincent Lemay. Bonjour Vincent. Bonjour Aurélie, bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, trois points sur la chronique, les actualités juridiques du jour. Le premier, ça s'appelle FR-alerte. Il s'agit d'une information qui va être diffusée à partir de la fin du mois de juin 2022, qui permettra d'envoyer des notifications sur vos téléphones portables dans des zones confrontées à un danger immédiat. Il s'agira ici d'un risque qui pourrait être le feu, l'inondation, un accident industriel par exemple, et l'autorité diffusera une alerte sur votre téléphone portable en vous précisant la localisation du danger, soit un établissement, un quartier, une commune ou alors une agglomération, pourquoi pas un département, et puis l'attitude également à adopter, savoir s'il faut évacuer, se protéger, rester chez soi. Voilà, donc vous pourrez consulter cela sur FR-alerte et vous serez évidemment informé en temps réel à partir du mois de juin si vous êtes confronté à ce type de risque. Deuxième actualité, la fin de la hausse des loyers pour les passoires thermiques. Si vous êtes locataire d'un bien qui est en catégorie E, F et G, sachez que votre propriétaire bailleur sera obligé de faire les travaux d'ici à horizon 2034 en plusieurs étapes. Pour les biens qui sont en F ou en G, il n'y aura plus d'augmentation de loyer à partir du mois d'août 2022, à moins de faire des travaux de rénovation énergétique. Troisième actualité, la réforme du livret de famille à compter du 1er juin 2022. Désormais, la PMA sera possible d'être indiquée sur votre livret de famille et d'indiquer la filiation des deux mamans de l'enfant. Ça permettra également de préciser quel est le nom que portera votre enfant dans ce type de filiation. Et puis, également à préciser la réforme de l'adoption de l'enfant de votre partenaire, puisque désormais, si vous êtes taxé ou simplement concubin, si vous avez passé plus d'1 an de vie commune et si vous avez plus de 26 ans, vous pourrez adopter l'enfant de votre partenaire, ce qui était au préalable réservé simplement aux couples mariés. Vous pourrez également indiquer sur le livret de famille des malheurs de la vie. Typiquement, ce sera l'identité d'un enfant né sans vie et également de préciser malheureusement le décès de vos enfants majeurs. Merci à vous.
Il nous reste très peu de temps pour nos questions de téléspectateurs. Une pour chacune, si vous voulez bien, Adélaïde et Véronique. Suis-je obligée de devenir tuteur-curateur de mon parent? On l'a compris, je ne crois pas, Adélaïde. Pas du tout, non. D'autant qu'on peut ne pas s'en sentir capable, et que ça demande un investissement qui est pas évident pour tout le monde. Donc non, si vous ne voulez pas l'être, le juge ne vous nommera pas tuteur ou curateur et choisira en fait en second rang peut-être une association, effectivement. Ou un mandataire de Véronique ou un mandataire libéral. Ok. Le tuteur peut-il exiger une entrée en maison de retraite? Non. Non, je rassure tout le monde. Nous n'avons pas ce pouvoir. C'est une équipe médicale qui va en décider en lien avec la personne. La personne, elle choisit librement le lieu où elle veut vivre. Et ça reste une vérité, même quand vous êtes sous protection, on va l'accompagner, on va essayer de voir avec elle ce qui est le mieux, mais si elle ne veut pas, elle ne veut pas. Et c'est l'équipe médicale, éventuellement, et un médecin qui peut orienter et faire en sorte que la personne aille dans un établissement. Mais je n'ai pas le pouvoir, ni les mandataires, de décider du lieu où vous allez habiter, que vous soyez sous tutelle ou sous curatelle. Merci beaucoup, mesdames, pour ces éclaircissements, ces explications. On ne peut pas être exhaustif en 26 minutes, mais on a bien compris qu'on peut pousser la porte à la fois des associations, des notaires pour plus de précision. Merci à vous de nous avoir suivis pour cette première saison d'Avec vous au quotidien et on se dit à la rentrée.